Tout de suite, le journal. RTNC, la grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h. Tout de suite les titres. Arrivé à Lusaka, le président de la République assiste à la 4e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine qui se tient au centre de conférence Kenneth Kaunda à Lusaka. Et puis, les rivières qui traversent la ville-province de Kinshasa sont inondées d'immondices. Il y a donc nécessité de les assainir. Un appel est lancé à l'endroit des autorités compétentes. Vous suivrez un dossier complet dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue. D'abord, l'actualité. Je l'ai dit, Félix Tshisekedi séjourne à Lusaka. Le président de la République va participer à la 4e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine qui se tient au centre de conférence Kenneth Kaunda. À l'aéroport Kenneth Kaunda, le président de la République a été accueilli par un comité restreint composé des officiels zambiens et congolais. Retour en images. De conférence, Kenneth Kaunda Wings de Lusaka en Zambie flotte le drapeau tricolore congolais à l'occasion de la 4e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine. Plusieurs dirigeants africains participent ce dimanche 17 juillet 2022 à ces assises. Il s'agit principalement des chefs d'État et des gouvernements qui forment le bureau de l'Assemblée de l'Union africaine et ceux qui président les communautés économiques régionales reconnues par l'Union africaine. Parmi eux figure le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la communauté économique des États d'Afrique centrale CEAC. Et c'est autour de 23h30 que l'avion transportant le chef de l'État congolais s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international Kenneth Kaunda. Au pied de cet appareil, un comité d'accueil constitué d'officiels zambiens et congolais venus saluer l'arrivée du président de la République. Des compatriotes établis à Lusaka lui ont également réservé un accueil chaleureux. Venu participer à la 4e réunion de coordination semestrielle de l'UEA, le président de la RDC, président en exercice de la CEAC et rapporteur au bureau de l'Union africaine, devra, lors de cette réunion statutaire, faire un rapport succinct des activités de la communauté sous-régionale dont il est le président en exercice. Nous sommes rapporteurs, nous sommes à la tête de la CEAC. À ce titre aussi, le président certainement va faire un rapport succinct sur le fonctionnement de la CEAC, je dirais mieux, sur les activités de la CEAC en termes d'intégration régionale. Bon, l'intérêt évidemment, en dehors du fait que nous avons le leadership à ce niveau-là, l'intérêt aussi, il y a des questions qui nous intéressent. Vous avez par exemple la question de la nutrition, de l'alimentation qui constitue le thème de cette année. Même si les questions liées à la sécurité sur le continent ne sont pas inscrites à l'ordre du jour, a fait remarquer le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, il est possible qu'elles se retrouvent sur la table des discussions lors de l'examen de l'organisation et fonctionnement du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Lorsqu'on va aborder les questions liées à l'organisation et fonctionnement du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, certainement que le commissaire Bankole, il est nigérian, qui préside ce conseil-là, fera un rapport au chef d'État sur l'état du continent en matière de paix et sécurité et on pourra, ce faisant, en parler. Et puis il y a aussi des réunions bilatérales qui se tiennent souvent en marge de réunions des chefs d'État et même des réunions tripartites, mais qui ne sont pas structurées de manière formelle. Il faut préciser que la réunion de coordination est le principal forum permettant à l'Union africaine et à ses communautés économiques régionales d'aligner leurs travaux et de coordonner la mise en œuvre du programme d'intégration continentale.
24 heures avant de s'envoler pour Lusaka, le président de la République s'est entretenu avec le ministre d'État aux infrastructures et travaux publics, Alexis Gisaro, venu lui faire la restitution des échanges qu'il a eus avec le président ougandais Yoweri Museveni à Kampala sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Un reportage de nos confrères de la presse présidentielle. En provenance de l'Ouganda, où il a été dépêché à la demande de Kampala pour savoir la position de ce pays dans la crise sécuritaire dans l'est de la RDC, le ministre d'État Alexis Gisaro Muvunyi est venu rendre compte de sa mission au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon les dires du ministre, la position de la RDC à la question des groupes armés, notamment les M23, a été réitérée au président Yoweri Museveni. Comme vous le savez, notre pays actuellement est victime d'une agression. Une agression par une force terroriste qui est le M23. C'est dans ce cadre, dans le cadre de la résolution de cette crise, que le président Museveni avait sollicité de la part de son homologue qu'une délégation puisse aller à sa rencontre afin qu'il puisse donner des propositions de sortie de crise. Voilà les raisons qui nous ont emmenés à Kampala. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour rendre compte au chef de l'État de ces propositions qui ont été formulées par son homologue, le président Museveni. Au cours de cet entretien, nous avons rappelé la position de la République démocratique du Congo dans cette crise. Cette position, nous l'avons rappelée au sommet de Nairobi ainsi qu'au sommet de Luanda. La position de la République démocratique du Congo est liée à deux principes qui sont non négociables pour nous. C'est le principe de l'intangibilité de nos frontières ainsi que de l'intégrité de notre territoire national. Nous avons rappelé cette position à la partie ougandaise en disant que oui, nous sommes disposés à un dialogue avec les groupes armés dans le cadre de Nairobi, parce que nous avons placé un cadre pour discuter avec tous les groupes armés. Et nous considérons donc que tout dialogue ne peut se faire que dans ce cadre-là, en particulier en ce qui concerne le M23, lorsqu'ils auront dégagé des positions qu'ils ont occupées aujourd'hui à Bunagana et qu'ils seront rentrés dans leur position initiale. Effectivement, le M23 est soutenu par le Rwanda. La République démocratique du Congo l'a déclaré très clairement. Et l'Ouganda, aujourd'hui, n'a pas donné sa position officiellement sur cela, mais simplement, nous considérons que la position actuelle du M23, qui est à la frontière entre notre pays et l'Ouganda, fait que nous avons besoin de savoir effectivement ce qu'en pense la partie ougandaise, parce qu'aujourd'hui, cette frontière est occupée par une force terroriste à sa frontière avec l'Ouganda. La RDC est restée liée aux deux principes, à savoir celui de Nairobi et de Luanda, a rappelé le ministre Gisaro. Et à l'hôtel du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde est déterminé à développer les infrastructures de base ici en République démocratique du Congo. Pour ce faire, un protocole d'accord vient d'être signé entre la RDC et l'Afrique du Sud. Kinshasa et Pretoria s'engagent à œuvrer ensemble pour la réhabilitation et la modernisation des infrastructures des transports et en particulier le transport aérien. Pati Tondwango pour le reportage. Signature d'accord entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud qu'a présidé le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge vise la modernisation des infrastructures des transports en général et particulièrement celle des transports aériens. La République démocratique du Congo, représentée par les ministres des Transports Chéribé Okende et la partie sud-africaine par son homologue Fikile Mbalula. Ce protocole d'accord est la matérialisation de la vision des présidents congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et sud-africain Cyril Ramaphosa pour une diplomatie de développement pour la renaissance africaine. Nous avons partagé entre nos deux chefs d'État pour impulser davantage la diplomatie de développement et ici particulièrement dans le secteur de transport, voies de communication et de désenclavement. Et nous considérons ce secteur comme étant l'épine dorsale du développement économique et social de nos populations et pourquoi pas de l'Afrique tout entière. Parce que nos chefs d'État sont aujourd'hui sur la voie de la renaissance africaine. Voilà pourquoi, sous la haute autorité du Premier ministre,
nous avons signé ce mémorandum d'entente qui va accompagner la République démocratique du Congo dans la réhabilitation et la modernisation des infrastructures de transport d'une manière générale et particulièrement des transports aériens. Pour les ministres sud-africains des Transports, ce protocole d'accord est d'une importance capitale pour ces deux pays qui sont en train de cimenter leurs relations. C'est un protocole d'accord très important qui, en fait, comme vous le savez, entre les deux pays est en train de cimenter des relations déjà que nous avons commencé le travail à faire en ce qui concerne la paix et la reconstruction. Donc là, nous sommes dit que nous devons déjà nous engager dans le secteur de transport pour le développement des infrastructures, que ce soit aéroportières et portières. Donc nous allons commencer avec la construction d'ici là pour être vraiment pratique sur le terrain. Était présent à la cérémonie une forte délégation sud-africaine et celle de la présidence de la République, ainsi que d'autres autorités de la régie de la voie aérienne congolaise. Kinshasa s'apprête à accueillir au fleuve Congo-Tel une grande conférence biblique sous le thème « Église, guérison des nations ». La conférence va être animée par l'apôtre Bobo Emmanuel de l'église armée de Réveil de Bruxelles. À cette occasion, les serviteurs de Dieu venus de différents pays vont organiser un culte d'action de grâce au cours duquel une prière sera dite pour la nation congolaise. Robert Ndaychi-Sensé. Le rôle de l'Église par rapport au temps que notre pays est en train de traverser, c'est d'accompagner le gouvernement, d'assister le gouvernement pour pouvoir restaurer la paix sur tous les territoires de la RDC. C'est-à-dire que nous sommes là pour prier, premièrement. L'Église a ce ministère de prier en regardant la parole de Dieu. Moïse, quand il avait les mains levées, c'est Israël qui était plus fort. C'est-à-dire que pendant ces 2 jours, nous aurons le temps de prier pour notre nation. Non seulement prier, mais nous allons aussi décréter. Car la Bible nous dit ceci, que ce qui est lié sur la terre sera lié au ciel. Ce qui est délié sera délié au ciel. Nous allons lier la guerre. Nous allons lier tous les ennemis qui s'attaquent à la RDC et nous allons délier la paix, nous allons délier la victoire. Le thème, c'est l'Église guérison des nations. Et la vision, c'est que l'Église doit comprendre sa mission et son rôle à jouer pour la guérison de sa nation. Nous croyons que selon la Bible, selon la parole de Dieu, que l'Église a reçu le mandat d'être le sel de la terre et d'être la lumière du monde. Donc nous sommes là pour donner du goût et nous sommes là pour éclairer. Je demande à tout le monde d'être là présent le 22 et le 23 juillet de 9h à 13h à l'hôtel du Fleuve. Soyez là, nous allons prier pour notre nation et nous croyons que le temps du Congo est arrivé, le temps a sonné où l'étoile du Congo doit briller. Nous croyons à tout ce que Dieu a prononcé sur cette nation. Nous soutenons sa démarche, dédier cette nation à Dieu et déclarer que Jésus-Christ est le roi du Congo. C'est un message fort, que même l'enfer a reconnu que le Congo est en train d'emprunter une nouvelle direction dans sa destinée. Nous soutenons le chef de l'État et nous prions pour lui et nous croyons que tout ce que Dieu a déposé en lui, le Seigneur l'aidera à accomplir cela. Nous croyons qu'il est le choix de Dieu et Dieu ne se trompe jamais dans ce choix. Et puis en nouvelle, tout Congolais pris de paix et d'amour a le devoir d'implorer la grâce divine pour sa patrie. C'est dans ces termes que s'est exprimée la ministre d'État en charge de portefeuille, Adel Kaïnda, a invité les Kinois au stade des Martyrs où un culte écuménique a été dit en faveur de la RDC, plus particulièrement pour la paix dans la partie est du pays, devenue ventre mot de la RDC. Images et commentaires dans notre édition de demain. La jeunesse de la ville de Kindu, dans la province du Maniema, était dans les rues pour exprimer leur colère face à l'occupation du territoire national et à l'agression injuste nous imposée par les ennemis de la paix, qui se trouvent être la République du Rwanda. Un reportage de Médard Mbouyal. La jeunesse de Kindu, dans le Maniema, se mobilise contre l'occupation d'une partie du territoire national par le Rwanda à travers le paravent du mouvement terroriste M23. Cette occupation cache en réalité l'activité illicite d'exploitation des ressources naturelles de la RDC. Voilà pourquoi la jeunesse se présente comme la tête des pans pour dire non à l'agression. Cette marche de jeunes issus de tous les milieux sociaux
est une interpellation pour la communauté internationale face à un silence qui ne dit pas son nom. Des observateurs de la MONUSCO se sont rendus compte que l'armement qui est à Bunagana appartient à une armée régulière. Mais laquelle? La jeunesse de Kindu dit et redit qu'aucune portion de terre ne sera cédée au Rwanda. Nous, la jeunesse, nous sommes prêts à défendre l'intégrité de notre pays. Nous sommes prêts à s'enrôler dans l'armée pour défendre notre pays. Nous n'allons pas laisser ne serait-ce que 2 périmètres de notre pays entre les mains de rebelles. Alors nous n'allons pas laisser ça parce que le Congo nous a été légué par nos aïeux. Et le Congo doit être uni et indivisible. Pour les vaillants soldats, les FARDC Mapinga, sachez que nous sommes avec vous. Sachez que nous vous soutenons. Sachez que nous sommes là pour vous soutenir. Nous n'allons ménager d'aucun effort pour, en tout cas, apporter notre soutien à votre bravoure. Comment mener des actions pérennes pour faire face aux agressions récurrentes de la RDC par ses voisins? La question vaut tout son pesant d'or. Le parti politique Aigle du Congo pour le développement préconise la mise sur pied d'un service militaire obligatoire après les études. Cela va permettre à la RDC d'assurer son intégrité territoriale et sécuriser ses frontières. Jojo Ndimbo pour le reportage. Entre la défense de la souveraineté nationale, la protection des frontières et la dénonciation de la politique de prédation mise sur pied pour exploiter des ressources naturelles de la RDC, le parti politique dénommé Aigle du Congo pour le développement a fait le choix d'appuyer les FARDC dans la campagne contre le mouvement terroriste M23. Ce parti membre de l'Union sacrée dénonce la guerre d'agression imposée à la RDC avec son cortège des souffrances pour la population, les femmes, les enfants et les vieillards. Voilà pourquoi les cadres dirigeants et les militants en appellent à une mobilisation maximale de la jeunesse pour la défense de la patrie. Parti membre de la social-démocratie, Aigle du Congo pour le développement en sigle AC, se déclare favorable au service militaire obligatoire de tous les jeunes Congolais à la fin des études secondaires ou universitaires. C'est une manière de préparer la jeunesse à savoir protéger le patrimoine national contre les convoitises diverses. Voilà, toutes nos excuses pour ce désagrément. Nous sommes obligés d'arrêter ce journal. Je vous retrouve tout à l'heure. Sous le haut patronat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la Communauté économique des États d'Afrique centrale CAC, et la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement. Désagrément technique, je poursuis mon journal. La chronique de ce soir sera axée sur la présence du groupe rebelle M23, une nébuleuse qui sème désolation dans la partie est du pays. Ce mouvement rebelle n'est qu'un paravent de la République du Rwanda qui pointe la communauté internationale qui le pointe d'un doigt accusateur. Le M23 est à court d'alibi pour justifier son entreprise criminelle. Le changement de leadership depuis 2013 n'a ni érodé sa volonté de reprendre plutôt le sang innocent des Congolais, ni caché efficacement l'incursion de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Un reportage d'Edi Chala. Depuis 2013, le CNDP de Kunda Batware, qui c'est la coule douce au Rwanda, est devenu le M23.
de Sulutani Makenga après s'être rendu coupable des crimes odieux à Goma et alentour. Paul Kagame était toujours innocent. Un autre sanguinaire, le Terminator Bosco Taganda, identifié rwandais, pas dans la fiction mais dans la réalité, condamné depuis par la CPI, a fait parler les armes sur les populations civiles congolaises. Le potentat du Rwanda n'avait jamais donné un seul coup de pouce. Il y a peu, le M23 a lancé un assaut sur Kibumba, avec l'objectif de prendre Goma. Heureusement, les FARDC étaient là. À Kigali, on n'avait aucune information sur ce qui s'est tramé. Même quand 2 militaires de la Rwandan Defense Force sont arrêtés. Pour le Rwanda, ces militaires ont été kidnappés chez eux. Attendre un autre discours que celui-là serait amnésique. Le Rwanda n'avait jamais soutenu l'AFDL, mais James Kabarebe était devenu chef d'état-major général des forces armées congolaises. Il n'avait non plus soutenu les RCD, mais les forces armées rwandaises se sont battues à Kisangani contre les forces ougandaises. Le Rwanda peut ne pas soutenir le M23, mais signer le cessez-le-feu pour le compte du M23. Une alchimie qui ne peut bien se comprendre qu'à Gisenyi. Là-bas, la vérité est rare, la sincérité est chimérique, la duplicité est la règle, la ruse est un mode de vie. Nous sommes prévenus car l'histoire récente tient une école riche en enseignements. Personne de sérieux ne dira avec clarté les revendications politiques du M23. Ils se cachent tous derrière un fallacieux prétexte de marginalisation pour assouvir des appétits économiques sur fond de sang innocent. Ils veulent contrôler l'armée congolaise, travailler à son affaiblissement et poursuivre les pillages des ressources naturelles de la RDC. Mais ça, c'est fini. Le Congolais, le vrai, est à Kinshasa, s'opposant à découvert à Félix Tshisekedi. Certains abusant même de cette liberté. Le tenter à Kigali équivaudrait à une peine capitale. La Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sont des chiffons au pays des 1000 collines. Secoué dans son confort, le maître de Kigali a levé un coin du voile. Le M23 se bat pour protéger les populations rwandophones en RDC. Où sont-elles vraiment ces populations rwandophones qui ne peuvent se sentir mieux que quand le M23 les sécurise? Nombreuses d'ailleurs s'en distancient. En réalité, ces M23 et Paul Kagame construisent une poudrière qui tôt ou tard embrasera la région. Ça brûle en République démocratique du Congo depuis 3 décennies déjà. Et les morts se comptent par millions. Ça ne nous surprendrait pas si ça peut brûler ailleurs. Le feu, tout le monde peut l'allumer. Paul Kagame qui pense que la question de l'insécurité dans l'est de la RDC ne peut se régler que par le dialogue, c'est vraiment à l'hôpital qui se fout de la charité. Bizarre quand même, pour un pouvoir qui tient une main de fer depuis près de 30 ans, sans dialogue ni voix discordante. Le dialogue c'est partout ailleurs, surtout en RDC, particulièrement avec cette amorphe CNDP M23, sauf bien sûr au Rwanda. Le proposer à Kigali est un crime de lèse-majesté. Jakaya Kikwete, ancien président tanzanien, en a fait l'expérience. Le M23 n'a aucun alibi pour justifier son entreprise criminelle et meurtrière. Son maître à penser à Kigali a décidé de cesser le feu. De toute façon, les FARDC ne peuvent être distraites par aucune sirène. Le peuple congolais souhaite que le bruit des bottes s'intensifie pourvu que ces terroristes meublent le côté sombre de notre histoire. La République démocratique du Congo va abriter du 17 au 18 août le 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe. À cette occasion, Félix Tshisekedi va prendre la présidence de la SADC. Le sujet a été évoqué au cours d'un sommet extraordinaire de la SADC auquel le chef de l'État a pris part. Au-delà de la semaine qui s'est achevée dernièrement, le président de la République a présidé à la Cité de l'Union africaine la 2e réunion d'évaluation du climat des affaires en République démocratique du Congo. La semaine du président avec Pierre Kibambe Somé. La 2e réunion d'évaluation du climat des affaires en République démocratique du Congo s'est tenue en début de semaine à la Cité de l'Union africaine sous la haute direction du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour le chef de l'État, le pays a besoin des investissements et des capitaux. Pour ce faire, il faudrait un bon climat des affaires. Le président de la République a salué les efforts d'appropriation de cette problématique par le gouvernement en général et par ses membres réformateurs en particulier. Selon le ministre de la Communication média Patrick Mouyaya, qui a fait le compte-rendu de la réunion, le chef de l'État envisage de réunir autour d'une table les opérateurs économiques, les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques afin de recueillir leurs aspirations profondes sur l'écosystème du climat des affaires en RDC. Toujours à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État a présidé la 2e réunion du comité de pilotage de veille stratégique
et une structure de la présidence de la République qui a pour mission de faire le monitoring des engagements du chef de l'État vis-à-vis du peuple congolais pour s'assurer de leur mise en œuvre par ceux qui doivent les réaliser, à commencer par le gouvernement. Au cours de cette réunion à laquelle ont pris part notamment les coordonnateurs du CPVS, François Mwamba, le Premier ministre Sama Lukonde, les ministres du Budget, des Finances, du Plan et les directeurs de cabinet du chef de l'État, il a été validé la méthodologie du travail et la mise sur pied d'un atelier permettant d'identifier les possibles améliorations. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, assumera bientôt les fonctions de président en exercice de la communauté de développement de l'Afrique australe. Ce sera l'une des grandes résolutions du 42e sommet des chefs d'État et des gouvernements qui se tiendra du 17 au 18 août prochain à Kinshasa. Le sujet a été évoqué le jeudi au cours du sommet extraordinaire de la Troïka de la SADC par visioconférence, sommet auquel le chef de l'État a pris part à partir de son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine. La réunion a planché sur l'examen et adoption du dossier de prolongation de la mission militaire de l'organisation sous-régionale au Mozambique. Le Conseil supérieur de la magistrature a tenu sa 6e session extraordinaire de l'Assemblée générale, élue récemment par ses pairs. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta Badibanga, a présidé les travaux. Il est allé faire le point des assises de cette session au magistrat suprême, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine. Pour le président de la République, la justice, socle de son action, doit être réellement à la mesure de l'attente de la population. C'est un défi que nous avons accepté de relever et nous allons le faire, a dit en substance le président de la Cour constitutionnelle. Le vendredi, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 62e session du Conseil des ministres et une réunion qui s'est tenue en présentiel à la Cité de l'Union africaine. Prêchant par l'exemple, le Premier ministre Sama Lukonde et tous les membres du gouvernement qui ont pris part à cette réunion se sont soumis auparavant à un test Covid rapide, la pandémie n'étant pas encore éradiquée en RDC et partout à travers le monde. Vous savez, le test national d'orientation professionnelle a eu lieu sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La journée mondiale de la population a été célébrée par les pays membres du système des agences des Nations Unies. La 40e session de l'Union panafricaine des postes tenue ici à Kinshasa, des sujets qui ont fait l'actualité la semaine dernière. Soulagement des sinistrés de Niragongo à Goma dans le nord Kivu. 120 maisons totalement électrifiées dont chacune comporte des chambres à coucher et un salon, dont du gouverneur de la province de Lualaba, Fifi Thérèse Masuka, remis aux sinistrés. Le 11 juillet de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de la population, date instituée après que la population mondiale ait franchi le cap des 5 milliards d'habitants. En RDC, cette journée est célébrée autour des questions émergentes des populations, de développement, afin de sensibiliser davantage aux intérêts, relations, population et environnement. Aussi, attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des problèmes démographiques. Kinshasa a vibré au rythme de la 40e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union panafricaine de postes. Ces assises ont permis aux délégués postiers africains de formuler des recommandations devant désormais conduire l'Union panafricaine des postes. Le Premier ministre Michel Sama Lukonde a ouvert ces assises en présence du directeur général de l'Union postale universelle et autres personnalités. La situation sécuritaire à Ituri reste sous contrôle des FARDC. Boussio, en chefferie de Banyali Chabi, en territoire d'Irumu, ceci après l'incursion des hommes armés identifiés aux terroristes ADEF. Occasion pour le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole FARDC, qui a appelé la population locale à se désolidariser avec ses ennemis de la paix.
Une 50 tonnes de billes en plastique vient d'être déposée à l'entrepôt acheté par son gouvernement en vue de donner un coup d'accélérateur au projet historique du développement du corridor oriental. Cette route va relier l'Est à l'Ouest de la République démocratique du Congo. Engouement perceptible à travers la RDC. Les élèves du secondaire, principalement ceux de la 8e, ont passé les tests nationaux d'orientation professionnelle TENASOS, condition sine qua non pour passer des classes, soit aller aux humanités. Ces élèves ont renoué après plusieurs années avec ces tests d'orientation. Le directeur général de la SNEL-SA et le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale ont effectué une descente au quartier Kanduka, commune d'Engalima. Ceci dans le but d'évaluer l'état d'avancement des travaux du projet d'électrification en cours dans ces quartiers populaires. Cette démarche a pour objet de matérialiser la volonté du chef de l'État qui tient à l'électrification du pays sur toute l'étendue nationale. Pour améliorer les conditions sociales des agents et cadres de l'Office congolais de contrôle OCC, 500 maisons vont être bientôt construites au bénéfice de ces derniers. Un protocole d'accord vient d'être signé entre le gouvernement congolais et les investisseurs kenyans. Dans le cadre du suivi des travaux de modernisation de la voirie urbaine de Kinshasa et la lutte anti-érosive initiée par le gouvernement central, le directeur général de l'OVD s'est rendu sur les chantiers Zambavuka et de la route Kindele dans la commune de Mongafula pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Pour terminer, 23 stagiaires ont reçu leur brevet à l'issue d'une formation à l'école de guerre de Kinshasa qui en est à sa deuxième promotion. Assurée par des formateurs français dans le cadre de la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la France, le ministre de la Défense a présidé la double cérémonie de clôture et de lancement de la 3e session de formation à l'école de guerre de Kinshasa. Je l'ai dit au sommaire, Kinshasa a perdu sa plus belle robe datant. Un spectacle désolant s'observe depuis quelques jours. Des rivières sont remplies des immondices avec pour conséquence le rétrécissement du lit de rivière. Pourtant, ces dernières traversent toute la ville de Kinshasa. Il y a donc nécessité d'assainir les rivières pour permettre à celles-ci de jouer pleinement leur rôle. Un dossier de la rédaction signé Malumbela. Voici les conséquences fâcheuses dans l'environnement. Conséquences dues à la mauvaise gestion des rivières dans la ville de Kinshasa qui compte un bon nombre de cours d'eau. C'est le cas de la rivière Funa, appelée communément rivière Kalamu, remplie de plus de lustres, des immondices de toutes sortes. Visiblement, ces déchets sont entassés en un îlot massif qui empêche la rivière de respirer. Son lit d'antan est considérablement rétréci, ce qui altère son fonctionnement naturel. Et l'odeur nauséabonde que dégagent ces cours d'eau suffisent à repousser les visiteurs. Ici, la santé publique est continuellement menacée. Les habitants victimes des inondations récurrentes après les pluies diluviennes se confient et dénoncent l'absence de la gestion efficiente de cet espace vital. Banda, président... Le dernier curage remonte d'il y a plus de 20 ans, à l'époque du feu président Laurent Désiré Kabila. Nous étions épargnés des inondations, mais actuellement, faute de ces travaux, à chaque pluie, les eaux débordent. Ici, le premier problème demeure le curage de cette rivière Kalamu pour nous éviter les dégâts matériels et morts d'hommes. Parce que tout le monde ici bana miki a pour na mamba inondation mai o problème à ma casse eza o ezani botongeli biso pont c'est bien eza kitoko mais problème ya Kalamu eza curage profondeur ya mai ndenge eza na mozindo te ata batongi pont tokozala ka na passe tosengi baya kosalela biso curage mai ezotiola malamu te epuis mutu wana kati banzete ekoi na Kalamu ebale mai ezoleka te tokosuka ndenge nini. Les mauvais états écologiques de la rivière Funa, appelée communément rivière Kalamu, n'est plus à démontrer. Arrivé dans la commune de Kalamu, le bourgmestre s'est refusé à tout commentaire face à cette situation.
Mais d'autres compatriotes qui militent pour la préservation des rivières et de ces espaces, comme cet expert en hydrologie, le professeur Modeste Kisangala, propose des pistes et des solutions. Cette rivière aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre. Les maisons qui sont le long de cette rivière, ils ont connecté directement les tuyaux de l'air fosse septique dans cette rivière. À l'époque coloniale, on laissait au moins 50 à 100 mètres pour permettre aux engins de passer pour faire le curage. Et cet espace-là réservé pour ces gens de travaux, aujourd'hui sont occupés par des habitations. Pour moi, il faut passer par l'expropriation. L'État doit récupérer, en d'autres termes, les lits majeurs de cette rivière-là. Si on a même besoin, on peut venir ici au département des géosciences. On peut les élaborer la carte qui va montrer jusqu'où les lits majeurs s'étalaient. À l'université de Kinshasa, nous avons des spécialistes dans tous les domaines. Les ponts jetés sur la rivière Funa, appelée rivière Kalamou, en construction sur l'avenue Bongolo, ne va pas résoudre le problème d'inondation tant que les travaux de curage ne sont pas toujours exécutés. Éparpillés le long de la rivière Funa, ces déchets ont défiguré l'urbanisation des quartiers environnants et présentent un paysage moins attrayant de ces quartiers YOLO, alors que cette rivière peut offrir plusieurs bénéfices en faveur de la biodiversité, d'un bon cadre de vie, voire du tourisme. Au-delà de l'amélioration des conditions salariales, les agents publics de la Tchopo auront un siège de référence de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. C'est le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui a procédé à la pose de la première pierre des explications avec notre envoyé spécial, Nadine Kilocho. Physique dans la province de la Tchopo, Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre en charge de la fonction publique, a procédé à la pose de la première pierre du siège de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP, à Kisangani. C'est un bâtiment de référence qui sera érigé dans cette partie du pays et la durée de travaux devront prendre 6 mois. Cela pour répondre aux directives du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la supervision du Premier ministre dans l'optique d'atteindre l'objectif de structurer la gestion de la carrière des agents publics de l'État pour une retraite digne. Le moment de refermer les plaies de l'histoire est venu. L'heure de la reconstruction a plus que jamais sonner. Tel est le message d'espérance du président de la République, chef de l'État, la SENSAP, qui vient s'installer ici au cœur de la Tchopo. Et donc, l'un des maillons du pacte de dignité que nous voulons restaurer entre l'administration, les fonctionnaires et les citoyens, conformément aux objectifs nous assignés par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. La pose de la première pierre effectuée rend possible le début de travaux à Kinshasa comme en province. La SENSAP offre les meilleures conditions et la même qualité sera retransmise à la représentativité provinciale de Kisangani. Il s'agit d'un R+1 de 12 bureaux, doté d'un espace d'accueil client et d'une capacité d'une trentaine de places assises, avec un système informatisé de gestion de la file d'attente, une salle serveur, un dépôt, une salle d'archives. Nous sommes vraiment ravis de joie puisque autrefois un fonctionnaire de l'État était négligé, méprisé à son triste sort. Mais voilà qu'aujourd'hui nous avons notre caisse de retraite. Et ça me réjouit moi puisque moi aussi je serai bénéficiaire. Matérialisant ainsi la réforme, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou démontre la détermination du gouvernement congolais, celle de doter la fonction publique des meilleures conditions de vie et de travail en mettant les jalons pour une bonne gestion de la carrière des agents publics de l'État, ainsi garantir une retraite digne. Mise en place de la Commission régionale de régulation de l'électricité en Afrique centrale, les travaux des experts ont été ouverts par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Ces assises de 2 jours vont aboutir à la validation et l'opérationnalisation du dit document. Marie Kalong pour le reportage. Les experts du sous-comité technique spécialisé énergie de la CEAC sont réunis à Kinshasa dans le cadre de la validation des projets de textes relatifs à la mise en place et à l'opérationnalisation de la Commission régionale de régulation de l'énergie de l'Afrique centrale.
Selon le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenzemoukalin, qui a procédé à l'ouverture de ces travaux qui se déroulent en prélude de la réunion des ministres en charge de l'énergie des États membres de la CEEAC prévue le 19 juillet 2022, l'Afrique centrale est à même de satisfaire sa demande interne en électricité et alimenter les régions voisines. Le bassin du Congo en général et spécifiquement la République démocratique du Congo, de par son potentiel en énergie, constitue le grenier énergétique de la région Afrique centrale, avec un potentiel hydroélectrique d'environ 149 000 MW, dont 100 000 MW en RDC. La représentante du président de la CEEAC a quant à elle mentionné l'importance de l'électricité en Afrique centrale. Vous connaissez l'importance de l'électricité pour l'industrialisation et même pour la transformation structurelle des économies de notre sous-région. À l'heure où l'Union africaine opérationnalise la zone de libre-échange continentale. Le directeur général de la SNEL SA et président du comité de direction du pôle énergétique de l'Afrique centrale, Jean-Bosco Kayombo-Kayan, a souligné que cette politique d'intégration énergétique correspond à la vision du gouvernement de la République démocratique du Congo. Les efforts doivent être fournis ensemble pour que tous les pays membres de la sous-région arrivent à vaincre le délestage qui sévit partout en Afrique centrale. Depuis quelques années, l'Afrique centrale, nous regorgeons d'importantes ressources énergétiques, mais cependant, vous constaterez avec moi qu'il y a encore dans nos villes des délestages qui se font. Il est question donc de mettre en commun nos efforts dans le secteur de l'énergie. Ces travaux de 2 jours vont permettre à ces experts d'examiner minutieusement les projets d'études y relatifs. C'est depuis la semaine passée que les partis politiques défilent dans le siège de la Commission électorale nationale indépendante. Hier samedi, le président de la CENI a procédé au lancement du cadre de concertation. Déné Kadima a souligné la nécessité d'un consensus des acteurs et parties prenantes aux élections qui pointent à l'horizon. Tétis Samba pour le reportage. Plus de 400 formations politiques ont répondu à l'appel lancé par la Commission électorale nationale indépendante en vue de connaître les contours du processus électoral. La transparence, les innovations et la conformité aux prescrits ont été au cœur du tableau brossé par le président de la CENI, Déné Kadima Kazadi, qu'entouraient les membres de l'Assemblée plénière. Ce cadre de concertation avec les mandataires des partis et regroupements politiques se tient au moment où la CENI est en pleine opération d'actualisation des cartographies opérationnelles. L'occasion est donc tout donnée pour non seulement dresser un tableau sur l'évolution du processus électoral, mais aussi être à l'écoute des leaders politiques que vous êtes. Nous allons introduire aussi une nouvelle technologie qu'on appelle OCR, qui va nous permettre d'aller un peu plus vite. Donc nous sommes en train d'innover et tout cela c'est pour que vous nous fassiez confiance. La CENI tient au strict respect du délai constitutionnel pour l'organisation des élections de 2023. Plusieurs temps forts ont marqué ce cadre de concertation de la CENI, représentant des regroupements et partis politiques, notamment le mot de bienvenue du deuxième vice-président de la CENI, Didier Manara-Linga, celui du nouveau représentant pays de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux AFS, travaillant en collaboration avec l'USAID. La deuxième phase de cette rencontre a donné lieu à un échange. Déné Kadima Kazadi s'est ingénié à apporter les réponses à diverses interrogations et autres préoccupations. Placé sous le thème « Femmes, voulez-vous gagner aux élections ?» pendant 3 jours, les femmes ayant des ambitions politiques ont été formées en stratégie électorale. La plus grande question était de savoir quelle stratégie pour gagner les élections. La formation était assurée par Angèle Makombo et Chantal Faïda, toutes femmes politiques. Un reportage de Hugo Manzangou. Unanime pour être comptées parmi les candidates aux prochaines échéances électorales. Ces femmes aspirent à devenir actives en politique, notamment comme parlementaires, gouverneurs de province, etc. Conviées ce samedi 16 juillet à cette conférence débat par Angèle Makombo et Chantal Faïda, elles ont bénéficié d'une restitution de la formation reçue à l'école de campagne électorale de Yale University, USA.
Les stratégies, les astuces pour pouvoir bien étoffer son plan de campagne. Parce que l'élection, c'est un projet et il faut avoir un plan, il faut identifier les défis, il faut identifier les stratégies et les pistes et les solutions. C'est ainsi qu'on a donné un aperçu général de comment se préparer, mais beaucoup plus la préparation individuelle, parce que c'est une activité qui demande une force psychologique. Mais comment on va gagner ? Il faut se préparer. Préparer comment ? Il y a des stratégies à mettre en œuvre, etc. On a survolé certaines des stratégies, mais il faut continuer à apprendre. Partage d'expérience, il en était également question. La députée nationale Solange Masumbuko a été encourageante. J'ai partagé 3 faits. La formation, l'information et l'action. Les femmes, nous devons booster aussi notre visibilité médiatique. Que les médias essayent de faire une incitation à la participation féminine aux médias. Ces futures femmes politiques sont désormais outillées des stratégies électorales pour affronter avec confiance les élections à venir. Le député national Laurent Batumona a réhabilité plus de 3 écoles catholiques dans la commune de Bumbu. Une occasion pour lui d'exhorter les bénéficiaires à en faire un bon usage. La remise de ces écoles a eu lieu hier samedi. Un reportage de Bobette Yenga et Diane Balaka. Tout le monde a des histoires à raconter sur son école primaire. 2 fils du terroir, Monseigneur Dominique Boulamatari et l'honorable Laurent Batumona, autorité morale du MSC, Mouvement de solidarité pour le changement, ont visité 3 écoles conventionnées catholiques réhabilitées par Laurent Batumona dans les communes de Bumbu et Makala. Ces bâtiments de ces écoles, après plusieurs années de délabrement sauvage et en état d'abandon, ont été livrés par Pont-Neuf aux directeurs et directrices. Il s'agit de l'école Saint-Antoine EP1 et EP2 dans la commune de Bumbu et l'école Saint-Clément et Saint-Mathias de Makala. J'avais comme une dette. Que faire pour vos écoles qui m'ont vu naître ? Eh bien, aujourd'hui, je paye ma dette. Laurent Batumona a financé les travaux et Monseigneur Dominique Boulamatari a apporté une bénédiction aux élèves, enseignants et à leur milieu. Cette action s'inscrit dans le cadre de la vision du MFC qui met en accent sur la priorité sociale et sur le soutien à la gratuité de l'enseignement prôné par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est avec un financement propre de Laurent Batumona et par reconnaissance d'avoir appris à Saint-Mathias les alphabets, les consonnes et la numération de 1 à 10. L'exemple de Laurent Batumona est un cas à suivre par d'autres bienfaiteurs dans plusieurs écoles qui ont besoin de ce genre d'intervention car la jeunesse est l'avenir de demain. Voilà, et puis ce communiqué avant de boucler ce journal. Démarrage demain lundi 18 juillet 2022 à Kinshasa de la campagne de sensibilisation des opérateurs économiques sur le paiement de la redevance audiovisuelle. À cette occasion, les agents et cadres de la direction de la redevance de la RTNC iront à la rencontre des tenanciers des bars, terrasses, hôtels et autres sociétés commerciales pour leur expliquer les dispositions de la loi numéro 11/004 du 25 juin 2011 portant redevance sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles, notamment les postes récepteurs radio et télévision. La campagne de sensibilisation qui démarre demain va permettre à la RTNC de débuter incessamment les opérations d'identification des personnes physiques et morales assujetties à la redevance audiovisuelle ainsi que le paiement de la dite redevance en faveur de la RTNC. Payer la redevance audiovisuelle, c'est permettre à la RTNC de mieux vous servir. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Toutes nos excuses pour ces désagréments techniques. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.